Être vivant, un podcast proposé par l'Office français de la biodiversité. Épisode 3. Porter la voix de la nature. C'est plutôt joli quand même, hein ? Oui, on a quelques nuages. Votre bureau, il est plutôt sympa. Oui, c'est ça. Quelques nuages accrochés tout en haut. Oui, mais ça fait... on subit depuis plusieurs années des grosses canicules. À beau être en montagne, il fait très chaud. La sécheresse est bien présente. Changement climatique aussi, et qui est accéléré en montagne. En tout cas, il est très visible et on en voit les effets. Donc quand on a quelques nuages comme aujourd'hui, ça fait du bien aussi. Eh oui. Ce splendide décor que l'on vient de vous décrire est le cadre dans lequel j'avais été invité à explorer une initiative, une expérimentation originale menée donc ici, en plein cœur du parc naturel régional des Bauges. Une invitation que m'avait lancée Philippe Gamin, c'est lui que l'on vient d'entendre, ainsi que Marjorie Burel. Philippe est le président du parc naturel régional et également président délégué de la Fédération des parcs naturels régionaux de France et enfin maire de la commune baptisée Le Noyer. Marjorie, elle, est chargée de mission réglementation police rurale et droit de la nature au parc naturel régional du Massif des Bauges. Un parc naturel régional, un PNR comme l'on dit, autour duquel une charte a été créée. L'idée, des humains qui parlent au nom de la nature, qui portent la voix pour d'autres vivants lors d'une gouvernance au sein d'une collectivité ou d'un territoire. C'est donc de cela dont il va être question dans ce podcast. Où est-ce qu'on se trouve ? On est sur la commune du Châtelard, où est le siège du parc, et au cœur du massif des Bauges. Et ce massif des Bauges, eh bien, c'est un massif de montagnes, entouré de vallées, entouré d'agglomérations, qui sont celles d'Annecy, d'Aix-les-Bains, de Chambéry, d'Albertville, à cheval entre les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et alors Marjorie, où est-ce qu'on se rend là ? Et bien là, on va au sentier des Monts Désertés. C'est un sentier qui a été réhabilité par l'ONF. L'ONF, c'est ? L'Office national des forêts. Ça a été donc réhabilité par eux il y a 2 ans, je crois. C'est un projet qui a été soutenu par le parc et par le Fonds de développement rural Leader. Et c'est un sentier qui permet d'expliquer les glissements de terrain, comment ça fonctionne, etc. Parce que c'est un lieu finalement qui est très sujet à ça, cet endroit. On va donc grimper un peu. Je vois qu'il y a des travaux autour de nous. Qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est la construction d'un futur gymnase qui est vraiment un bâtiment structurant pour le cœur des Bauges. On avait un très vieux bâtiment qui était vraiment en fin de vie et l'ensemble des 14 communes ont décidé de porter ce projet très important. Ces travaux et l'évolution permanente, c'est quelque chose que vous devez avoir toujours en tête dans la préservation justement du parc alors ? L'idée, c'est pas de mettre sous cloche la nature, c'est de vivre avec. Donc dans tous les cas, il faut faire avec. Et pour vous donner un peu un exemple, il y a à peu près un mois, on a fait un atelier. On a fait un temps de méditation pour commencer la journée, juste derrière là-bas, donc vraiment très près de ce chantier. Et en fait, on s'est retrouvés à avoir un temps calme tous ensemble, avec ces bruits de travaux au fond. Et en fait, ce qu'on entendait le plus, c'était le bruit des oiseaux. Et finalement, le bruit du marteau-piqueur, il n'était pas tant là que ça, quoi. Être vivant. Alors du coup, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut peut-être s'installer un peu plus loin ? Oui, soit là, cet endroit où on a fait cette méditation, sous les arbres aussi. Bien. Asseyons-nous sur ce tronc. Donc nous voilà au cœur de ce parc. Un parc à propos duquel une charte a été signée. Vous pouvez nous en dire un mot ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de charte ? Alors la charte dans les parcs naturels régionaux, c'est notre document stratégique. On l'écrit pour une période de 15 ans et en gros c'est notre projet politique. L'ambition que l'on a, ce territoire, il est écrit en commun avec les élus locaux, en écoutant la population et en prenant en compte les enjeux, bien sûr, les fragilités de ce territoire, parce que les parcs naturels régionaux sont créés sur des territoires plutôt fragiles. Fragiles sur le plan environnemental, mais fragiles par leur économie. Et donc, on prend en compte ces spécificités-là, ces enjeux, et on essaye on réfléchit,
on n'essaye pas, on réfléchit sur l'avenir, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon pour ce territoire, et anticiper aussi les besoins futurs de la société, toujours dans un souci de préservation des patrimoines naturels et culturels, c'est extrêmement important, et d'avoir un vrai projet de territoire qui s'ancre fortement sur ce territoire, de manière à ce qu'on puisse trouver l'équilibre entre la préservation de la nature et un développement économique local, puisque on cherche à l'ancrer, cette économie, et ce sont des territoires habités, vivants, dynamique. L'approche de départ, ça a été la question du droit, parce que forcément, derrière tout ce qu'on fait, il y aura forcément des traductions juridiques, mais finalement, c'est un peu satellitaire par rapport à ce qu'on fait. Nous, on est plus sur des sujets de gouvernance, on est plus sur des questions de comment on donne une voix, comment on représente la nature dans la gouvernance des projets qu'on mène, comment on les crée avec la nature, comment on s'inscrit aussi dans la continuité de ce qu'on fait depuis 30 ans, avec un équilibre entre préservation de la nature et vie locale humaine qui est aussi présente et qui doit aussi s'inscrire dans ce milieu et dans ce territoire qu'on aime tous. C'est très philosophique et c'est difficilement palpable, non ? Oui, évidemment, j'ai un peu l'impression dans ce projet qu'on fait un peu de la philosophie appliquée, et en même temps, tant mieux, parce qu'il faut le faire à un moment, et il y a des choses à faire, des choses à tester, à expérimenter, et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est comme ça que c'est écrit dans la charte d'ailleurs, de chercher à expérimenter pour donner une voix et dialoguer avec la nature et la représenter. Et donc, cette philosophie appliquée, c'est comment on fait avec ce territoire, et comment en fait finalement on lui donne une chaise dans ces discussions et les négociations en fait qu'on fait pour derrière on crée des projets, etc., etc. Prendre en compte la voix de la nature, l'idée, je vous le disais, de départ de cette expérimentation, cette philosophie appliquée, comme cela a été dit. Alors pour savoir si, parce que c'est aussi ça la question, l'humain peut vraiment s'octroyer le droit de porter la voix de la nature, sujet dont se saisit d'ailleurs l'Office français de la biodiversité, j'ai pu discuter, en plus de cette visite sur le terrain, avec une experte de cette question. Anne-Sophie Barnet, je suis chef de projet évaluation des stratégies de biodiversité à l'OFB. Au tout début, je te cache pas que quand on m'a dit qu'il allait falloir un peu travailler là-dessus, je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire que porter la voix de la nature aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il faut se remettre un petit peu dans notre monde actuel, avec on fait tout ce constat, et c'est pas juste une opinion, il y a des faits avérés, scientifiques. La biodiversité va très mal, elle s'effondre, et notre vie et notre survie en dépend. Donc le GIEC, un peu de la biodiversité, l'IPBES, appelle à vraiment se mobiliser pour stopper cette érosion de la biodiversité, et pour ça, une des solutions, ce qui est mis en avant, c'est qu'il faut engendrer des changements profonds, parce que c'est question de comment considérer la nature, comment est-ce qu'on la positionne, est-ce qu'on est supérieur, inférieur. Ça questionne un petit peu les normes dans notre société, comment on se positionne dans l'échelle du vivant. Et ça nous invite donc à se dire, en fait, on n'est pas nécessairement en haut de la pyramide du vivant, et on coexiste avec d'autres entités vivantes qui sont humaines, mais aussi non humaines. Parce que finalement, avoir des droits, c'est être considéré comme un sujet. Et actuellement, en France, les sujets de droit, ce sont des personnes physiques. Et nous, les hommes, les femmes, les enfants, ce qui n'a pas été toujours le cas, et aussi des personnes morales, les entreprises, elles ont des droits. Donc, allons plus loin. Est-ce qu'il ne serait pas possible de considérer que la nature est aussi un sujet de droit, une personne ? Donc c'est une vraie sorte de révolution, mais c'est pas si loufoque ou complètement dingue. En fait, je me suis aussi intéressée, un peu formée, on travaille avec les experts, et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que en fait, le droit, il a évolué au cours des siècles, c'est pas quelque chose de figé, on parle même de fiction juridique. Et petit à petit, on va faire entrer dans le cercle des sujets qui ont des droits, de nouvelles entités. Mais tant que ça n'a pas été vraiment le cas et mis en œuvre, on considère que c'est impossible et que c'est une espèce d'absurdité et que c'est impensable, parce que la chose qui n'a pas encore de droit, on la considère toujours comme une chose. Et donc là, l'enjeu, c'est de se dire, pour changer notre rapport à la nature, il
va bien falloir qu'on questionne nos normes, notre système juridique. Faire de la nature une personnalité juridique, c'est ça l'idée. Alors il y a différentes manières qui peuvent être différentes manières pour y arriver, mais déjà c'est de considérer que ce n'est pas un objet, et surtout c'est de lui donner des droits fondamentaux. Un droit fondamental, c'est déjà le droit d'exister, donc ensuite parce que pour elle-même, parce qu'elle est nature, et ça implique aussi un droit à pouvoir se défendre si on l'attaque, si on subit des préjudices, et notamment à obtenir des dommages et intérêts en cas de préjudice. Donc c'est vraiment très fort finalement, c'est que quand on est un sujet de droit, on a le droit d'exister et on a le droit à la protection. Être vivant. On est dans une période quand même particulière où il y a quasiment un rejet sur le plan politique. On a créé du droit de l'environnement pour protéger la nature et on continue à en créer. Et plus on en crée, et plus on a des réactions qui s'opposent à ça. Des réactions contre-productives. Et plus on politise finalement ce qu'on appelle l'écologie, à tort, parce que l'écologie c'est une science, et plus on a des réactions contre-productives. Et ça on l'a bien senti, et même si on arrive quand même à faire passer les choses, plutôt bien dans les parcs naturels régionaux depuis 60 ans, parce qu'on a une façon de le faire qui donne de bons résultats, et notre leitmotiv c'est convaincre plutôt que contraindre, voilà, eh bien il y a quand même un problème et un rejet. Et l'idée c'est vraiment comment on va redonner cette place noble à la nature, à tout ce qui est non humain dans nos décisions politiques. Tout là est l'enjeu. On se lance dans l'inconnu. Concrètement, on ne sait pas encore. Comme le disait Marjorie, on est plutôt dans la philosophie. Et c'est très bien, parce qu'on en a encore à se questionner sur le pourquoi avant de définir sur le comment. Les élus ont beaucoup participé aussi sur les atlas de biodiversité communale. Par exemple, donc les habitants sont venus et les élus aussi. Et en fait, les élus qui sont aussi habitants. Avant tout, ils sont avant tout habitants de leur commune. Mais en fait, la première chose qui a été dite et faite, c'était finalement un gros bloc de la construction de ce projet-là. C'était de voir que pendant les réunions de restitution des atlas de biodiversité communale, finalement, la première chose qui était dite on s'est appuyé sur 4 réunions. Et la première chose qui a été dite dans toutes, c'est il faut qu'on arrête de parler de la biodiversité comme biodiversité, il faut qu'on parle de nature et il faut qu'on sorte de cette approche uniquement scientifique. Parce qu'ils sont eux aussi intégrés à ce vivant. Oui, c'est ça. Exactement. Et c'est là où il faut arriver. C'est cette intégration et c'est montrer, ça c'est le travail que l'on va continuer à faire, ce travail pédagogique, c'est montrer les interdépendances entre l'humain et les non-humains. Les interdépendances. On dépend de la nature, sinon on ne vit pas. Et quand on se pose la question comment donner une place à la nature, à nos instants, je pense que c'est ça. Alors, est-ce que ça se traduira par des experts très sensibles ou un groupe d'experts? Peut-être, ça restera des humains. Ou alors, c'est d'aller chercher en nous cette part de sensibilité, aller la chercher, la nature, en nous, et qu'elle fasse vraiment partie des débats. Conférer des droits à la nature, ça va venir renforcer le droit de l'environnement. C'est un outil en plus pour justement relégitimer, réaffirmer le fait que la nature, les entités naturelles ont des droits et que ça sert les droits humains. Donc droit humain, droit de l'environnement et droit de la nature, c'est un tout pour avoir une planète encore habitable dans quelques années. Et c'est tout le mal qu'on se souhaite. Et ça passe par quoi? Ça passe par typiquement l'exemple du parc naturel des Bauges, c'est-à-dire créer une charte. Actuellement, donc il y a un vrai mouvement mondial sur les droits de la nature. C'est pas juste une petite fantaisie, c'est pas un épiphénomène. Alors il y a des pays comme l'Équateur où ils ont carrément changé la constitution. Enfin, c'est inscrit dans la constitution. On n'en est pas là en France. Ou en Nouvelle-Zélande, c'est plus on a donné des droits avec une loi à un fleuve. Mais il y a aussi plein d'initiatives citoyennes et d'autres façons de faire pour petit à petit en fait faire changer aussi les mentalités. Ça va se faire progressivement. Là, on n'en est pas à changer la constitution. Et effectivement, dans le PNR du Massif des Bauges, il y a une expérimentation qui est lancée, que l'OFB soutient, mais on en soutient aussi d'autres également. Par exemple, il y a aussi le Parlement de la forêt de Chaillu, c'est une forêt qui est en périphérie de Besançon,
où on va réfléchir à comment donner une voix à la forêt. Si la forêt pouvait parler, comment ça se passerait ? On soutient par exemple des séminaires, des réflexions. Nous, l'OFB, on n'est pas sur un clivage droit de l'environnement contre droit de la nature. Et au vu de tout ce qui se passe dans le monde, mais aussi en France, sur notre territoire, les initiatives qui se développent partout dans le territoire, les artistes qui s'engagent, les scientifiques qui développent des travaux, on disait, mais on ne peut pas rester en marge. On doit, nous aussi, parce qu'on a envie d'aider aussi et de pouvoir engendrer ces changements transformateurs, c'est de se dire, qu'est-ce que nous, établissements publics, on peut faire avec nos moyens et nos outils pour participer de ce mouvement et cette révolution un petit peu de notre lien à la nature. Donc ça va être de se dire, on va mobiliser des leviers de connaissances, des leviers d'expérimentation pour faire, pour tester. Une fois qu'on a des expérimentations qui sont faites, s'il y a des outils, des méthodes, des retours d'expérience, on va les faire connaître, on va les partager. On va aussi essayer de faciliter la mise en réseau avec les experts, ceux qui pratiquent. Tout ça pour petit à petit faire que les imaginaires, parce que c'est une question aussi d'imaginaire, nos valeurs, notre façon de penser et de vivre changent petit à petit. On peut poursuivre un peu la balade et on continue la discussion au fil de la balade, puisqu'on est bien sous ces épicéas, mais on a envie d'aller voir un peu plus loin sur ce sentier, même si ça grimpe un peu, je crois. Non, ça va. On s'arrête sous ce panneau forêt domaniale du Nant-des-Granges. C'est le nom de cette forêt devant nous, c'est ça ? C'est ça, c'est le nom de la forêt. C'est une forêt publique, donc gérée par l'Office national des forêts. Très bien, la fameuse ONF dont on parlait. Une question, c'est qu'effectivement, qu'est-ce qui est nouveau dans tout ce qu'on vient déjà de se raconter ? Qu'est-ce que, concrètement, pour quelqu'un du coin, de la région, un habitant, un kidam, un citoyen, appelons ça comme ça, qu'est-ce que ça change finalement au fond ? Parce que ce parc le faisait déjà, tout ça. Oui, on le fait déjà. On fait déjà des gros travaux de prévention, d'éducation au territoire. L'idée, c'est d'aller plus loin aussi là-dedans en se disant, demain, comment on automatise, entre guillemets, un peu cette réflexion de prise en compte de la nature. Comment est-ce que ça va être par le fait dans un conseil municipal d'avoir une personne ou de faire l'exercice collectif de chacun parler de sa relation à la nature et du coup imaginons il y a un projet là par exemple il y a le projet de gymnase. Imaginons qu'il y a ce projet de gymnase qui est fait et que chacun donne un peu son avis sur ce projet en parlant aussi de sa sensibilité et de son rapport à la nature en disant mais attendez autour il y a un champ, il y a un sentier qui démarre, est-ce que c'est le bon endroit pour le mettre, est-ce que si on le met on n'intègre pas des nids d'oiseaux parce qu'il y a des oiseaux qui vivent à côté, est-ce qu'on n'intègre pas telle ou telle chose. C'est vraiment d'avoir des propositions concrètes aussi en faveur de la biodiversité dans ces projets finalement qui sont faits sur le territoire. On essaye toujours d'avoir un temps d'avance et c'est ce que nous oblige ce travail de rédiger cette charte pour les 15 ans à venir, ce temps d'avance et d'imaginer la société de demain, comment elle va fonctionner. Et puis la différence, c'est qu'on ose dire les choses qu'on ne disait pas. Mais encore une fois, on est en avance en marchant. Il manquait juste un petit coup d'accélérateur que vous offrez, donc si je comprends bien, un petit pied à l'étrier. On essaye. on verra ce que ça donne. Après, on sent que c'est un sujet qui touche quand même tout le monde, parce que encore une fois, on a tous nos sensibilités propres, on a tous nos manières de réagir. Finalement, on a tous cet attachement au territoire. Comme la jeune génération qu'on entend derrière nous, on entend des enfants, c'est que c'est fréquenté aussi par l'avenir, le citoyen de demain. On poursuit la petite promenade. Ah bah oui, c'est peut-être par là. Là, tu rejoins le village. À notre époque actuelle, avec toutes les difficultés et tout ce qui se passe pour justement enlever encore plus de droits à l'environnement, à la protection de notre nature qui nous garantit une vie bonne, équitable, on doit faire de notre mieux pour protéger cette nature. Et pour ça, il faut qu'on puisse renforcer nos outils et ça va changer aussi la façon de voir la nature, non plus, c'est ce qu'on disait, comme un objet, un joli décor, quelque chose qu'on va utiliser pour ses services, pour l'exploiter, et comme finalement une entité à part entière. Donc on est sur une fiction du temps long. Il y a des choses qui sont assez intéressantes et très, très innovantes qui se passent notamment avec l'organisation de procès fictifs, où en fait on va aussi organiser donc des procès donc fictifs, mais où on va dans les parties prenantes, il va y avoir la représentation de la nature et où la nature va avoir une voix avec un porte-parole qui va défendre ses intérêts. Et il y a un certain nombre de procès qui se déroulent
Notamment, il y en a qui sont organisés par l'association Wild Legal, mais il y a également eu des procès fictifs qui sont faits aussi pour essayer d'instaurer un nouveau mode de gouvernance quand on bloque dans des conflits entre parties prenantes. Par exemple, il y a une expérimentation autour d'un procès où on représente le cours d'eau qui vient à la barre pour témoigner aux côtés des chasseurs, des pêcheurs. Et tout ça, ça doit permettre d'avancer dans la gouvernance de l'eau et des blocages qu'on peut avoir actuellement. Mais si à un moment donné, je me mets à la place de la nature, je vais y voir effectivement une autre vision et voir que je perds finalement mais beaucoup plus que ce que j'avais pu imaginer. Eh oui. Et ça va aussi faire appel à nos liens finalement. C'est derrière le droit de la nature et c'est transformer ce regard, ce lien au vivant, c'est re-questionner nos liens, nos attachements. Donc ça envoie aussi à des choses très intimes et ça finalement on se rend compte aussi qu'on protège toujours mieux quelque chose auquel on tient. Je pense que ça va être très inspirant ce qui se passe dans les Bauges parce que finalement même au sein d'un établissement dédié à la protection de la nature, on va quand même se dire comment est-ce qu'on intègre cette nature dans les décisions qu'on va prendre pour elle finalement. Et alors on a parlé de cet atlas de biodiversité communale. J'ai entendu parler aussi d'un projet fictif d'urbanisme. Qu'est-ce que c'est ça ? Donc on imagine, toujours dans cette réflexion de donner une voix à la nature, c'était ça l'idée de base, c'est de se tester sur un projet qu'on imagine qui est irréel sur le massif des Bauges, au cœur de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage, un projet de carrière, d'extraction d'un élément qui n'existe pas compte tenu de la géologie. Donc on pose un projet, on imagine qu'il y a ce projet-là et comment on le teste en imaginant que effectivement dans nos instances, ça y est, on a pu donner cette place-là dans nos instances décisionnelles. Finalement, quand on parle de dialoguer et de représenter la nature, c'est aussi dialoguer aussi avec les humains et leur sensibilité à chacun. Et resensibiliser, remettre du sensible dans des procédures qui finalement ont perdu ces sensibilisations à force d'être très automatisées finalement. Et notre ambition, c'est peut-être d'essaimer ça à l'extérieur de notre territoire parce qu'on l'a cultivé, ça fait 30 ans que ce parc des Bauges existe et finalement c'est ce qu'on cultive d'une manière inconsciente, c'est ça, cette relation, c'est cette émotion que l'on peut avoir avec les non-humains et l'ambition ce serait d'essaimer et c'est ça, on a toujours fait ça dans les PNR, quand on a quelque chose qui fonctionne, ensuite on partage cette expérience et finalement ça essaime à l'extérieur du territoire. Voilà un peu cette modeste conclusion et puis elle n'est pas si modeste. On essaye d'être très humble encore une fois. On n'a pas cette ambition de révolutionner, mais on est dans l'inconnu, donc on veut aussi faire preuve d'une grande humilité. On ne veut pas être donneur de leçons parce que pour l'instant les leçons on les connaît pas encore. Merci encore à tous les deux de m'avoir offert cette jolie promenade. Merci beaucoup. C'est donc ainsi que s'achève cette découverte autour de ce sujet clé, on l'aura compris, de porter la voix de la nature. Si vous souhaitez en savoir plus et aller plus loin, bon nombre de ressources sont disponibles sur le portail technique et sur le site de l'OFB. Vous pouvez aussi aller écouter les autres épisodes de notre collection de podcasts, ils sont tous déjà disponibles. N'hésitez pas à les commenter et les partager. Être vivant. Un podcast proposé par l'Office français de la biodiversité.